Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait ce dimanche 17 mai. On dénombre en Côte d'Ivoire 48 nouveaux cas portant à 2109 le nombre de personnes contaminées, dont 1004 patients guéris. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. Demain lundi 18 mai, les enseignants et les élèves de l'intérieur du pays reprendront le chemin de l'école pour faciliter leur retour dans leur zone. Le ministère de l'Éducation nationale organise des convois en partenariat avec les ministères des Transports, de la Sécurité et de la Santé. Ces voyages qui ont débuté aujourd'hui s'effectuent selon les normes sanitaires en vigueur. Nous ferons un tour dans la région du Bélier pour nous imprégner de l'état d'avancement des projets de développement dans cette crise sanitaire. Le coronavirus a-t-il impacté la marche de cette région vers le développement? Où en est-on avec les projets? Le Bélier a-t-il triomphé de la pandémie pour son développement? Réponse tout à l'heure. En RD Congo, une nouvelle attaque dans un village de la province de l'Ituri a fait au moins 20 morts dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi les victimes, on compte des enfants, des femmes et des personnes âgées. L'armée est à la recherche d'un groupe de miliciens présumés auteurs de ces attaques. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du ministre Sidiki Diakité. Il est le ministre de l'Administration et du Territoire et de la Décentralisation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous avez un communiqué à nous lire. Effectivement, madame, nous avons un communiqué à porter. Nous vous écoutons. Communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a le regret d'annoncer le décès survenu ce dimanche 17 mai 2020 à Abidjan de son éminence le cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, adresse à sa famille, à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens ses condoléances les plus attristées. Le président de la République salue la mémoire d'un grand homme de foi, artisan de paix et du dialogue entre les confessions religieuses. En ces circonstances douloureuses, le président de la République et l'ensemble du gouvernement formulent des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, fait à Abidjan le 17 mai 2020. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, madame. La sensibilisation va continuer. On va rester mobilisés, prudents pour vaincre cette pandémie, le coronavirus qui sévit dans le monde. Quel est le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire le point. Ce dimanche 17 mai, on dénombre dans notre pays 48 nouveaux cas portant à 2109 le nombre de personnes contaminées, dont 1004 patients guéris. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 17 mai 2020, 48 nouveaux cas de Covid-19 sur 790 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs. 17 guéris. Nous déplorons ce jour 2 décès. Celui d'un patient de 58 ans, diabétique, décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Et le second, une patiente de 59 ans, diabétique, obèse et victime d'accident vasculaire cérébral, décès survenu au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2109 cas confirmés, dont 1004 personnes guéries, 27 décès et 1078 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 18 303. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la COVID-19 continue de circuler dans notre pays. Ainsi, nous demandons aux populations de continuer à appliquer les mesures barrières aussi bien à Abidjan
qu'à l'intérieur du pays, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque obligatoire dans l'espace public et les lieux de commerce. C'est le lieu d'indiquer que le confinement obligatoire des personnes fragiles est une nécessité du fait de leur vulnérabilité. Il s'agit des personnes âgées et de celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Soyons forts moralement, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 17 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 5 735 cas confirmés, 29 décès. En Guinée, 2 658 cas confirmés, 16 décès. Au Sénégal, 2 480 cas, 25 décès. Au Mali, 860 cas confirmés, 52 décès. Au Burkina Faso, 796 cas confirmés, 51 décès. Le continent africain enregistre au total ce dimanche 17 mai 83 368 cas confirmés avec 2 742 décès. Dans le monde, on dénombre à ce jour au moins 4 687 320 cas confirmés et au moins 313 973 décès. On en arrive au point de presse quotidien du gouvernement sur le coronavirus. Une rencontre pour sensibiliser, vous le savez, et informer les populations en vue de stopper la propagation de cette pandémie. Le ministère de la Santé réitère son appel au respect des gestes barrières après l'allègement des mesures de restriction pour contrer ce virus. Alexis Ouedraogo. La commune d'Abobo est l'une des plus peuplées d'Abidjan avec une très forte densité. Une zone à haut risque pour la Covid-19. Avec son comité communal de veille, la commune pose des actes de solidarité au bénéfice des populations, désinfecte les lieux publics, mais surtout sensibilise. Un exercice difficile sur le terrain. La difficulté majeure, c'est l'indiscipline de nos populations. Pour cela, nous sommes en train de mener toutes les actions de sensibilisation au niveau de la commune. Aux côtés de la commune dans cette lutte, le ministère de la Santé. Abobo compte 2 districts sanitaires et est caractérisé par la diversité de sa population, ses nombreux marchés, ses gares routières, ses casses et abattoirs qui occasionnent de grands regroupements de populations de la commune comme d'ailleurs et qui en font une commune à haut risque de propagation de la maladie à coronavirus ou Covid si toutes les mesures sécuritaires et sanitaires ne sont pas mises en œuvre correctement. Pour la riposte, le district sanitaire dispose de 10 équipes d'intervention rapide à raison de 5 par district sanitaire. Ainsi, le prélèvement de proximité sera opérationnel très prochainement. Le ministère insiste sur la nécessité du respect des mesures barrières. Le risque de voir le bilan encore plus alourdi est réel si nous n'adoptons pas les comportements adéquats face à la situation actuelle de pandémie qui prévaut. Il s'agit du respect des mesures sécuritaires et sanitaires dont les mesures barrières à visée préventive. Dans le secteur de l'éducation, avant la réouverture des classes prévues pour ce 18 mai, les DREN ont eu la mission de remettre en état les établissements avec la mise en place de dispositifs sanitaires. Si au niveau du préscolaire, les enfants sont mis en congé, les classes primaires et secondaires sont remodelées. Dans la mesure où pour nous il s'agit de respecter la distanciation sociale, le principe est de répartir les élèves en autant de 3 niveaux considérés, en autant de salles de classe qu'il faut pour que chaque élève soit distant d'au moins 1 mètre des autres. Pour les examens de fin d'année, un nouveau calendrier est en cours de préparation. À ce jour, quelques 18 760 personnes doivent regagner leur lieu de service dans le respect des mesures barrières. Tous les convois que nous allons envoyer, en partant d'ici, la liste est systématiquement retransmise localement à nos directeurs régionaux, lesquels se chargent de recevoir l'équipe, les différents cas qui vont arriver, et on les reçoit dans un espace dédié. À cet endroit précis, on pourra échanger et mettre en place tout le protocole nécessaire pour effectuer un suivi régulier de chacun de ceux qui arrivent. Le commissaire Bleu Charlemagne rappelle la rigueur des mesures barrières.
Demain, lundi 18 mai, les enseignants et les élèves de l'intérieur du pays reprendront le chemin de l'école. Pour faciliter leur retour dans leur zone, le ministère de l'Éducation nationale organise des convois en partenariat avec les ministères des Transports, de la Sécurité et de la Santé. Ces voyages, qui ont débuté aujourd'hui même, s'effectuent selon les normes sanitaires en vigueur et concernent les enseignants, le personnel administratif et les élèves. Issa Tchonayeo. La reprise des cours à l'intérieur du pays, c'est pour ce lundi 18 mai 2020. Ce, après un mois et demi de fermeture des classes pour cause de la pandémie du coronavirus. En vue de mieux assurer cette reprise des cours, une plateforme sur le site www.education.gouv-ci est mise en place pour l'inscription du personnel enseignant, administratif et des élèves qui étaient sur Abidjan. 20 000 ont pu s'inscrire. Ce dimanche, au complexe Jesse Jackson et à la place Figaye de Yopougon, les premiers départs sur les axes sud et centre ont eu lieu sous la supervision de Kabran Assoumou, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le retour au poste, c'est une nécessité pour nous tous. L'école doit reprendre ses droits, l'école doit rouvrir, parce que nous avons des choses à terminer, aussi bien pour les élèves que pour les personnels enseignants. Nous devons aller à l'évaluation finale de nos élèves pour faire le bilan de l'année. Mais nous devons aussi donner la possibilité à nos collaborateurs enseignants, dont certains ont des examens pédagogiques à valider. C'est tout cela que nous sommes en train de régler. Ces voyages sont effectués dans le strict respect des règles barrières. Les prochains départs concernant les axes ouest et est se feront progressivement. Les concernés qui ne sont uniquement que de l'éducation nationale sont prévenus par SMS groupé. Des kits alimentaires et des masques sont distribués à tout le personnel voyageur de l'éducation nationale. La réouverture des classes se prépare activement à Mans dans le Tonki depuis plusieurs jours. Au niveau du primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur, des séminaires et des réunions de tous les acteurs du système éducatif se multiplient sur place pour garantir une bonne rentrée des classes, comme nous le dit notre correspondante Eve Bouy. Centre Béthanie de Mans, les acteurs du système éducatif en séminaire à quelques jours de la reprise des cours à l'intérieur du pays. Ils planchent sur la validation d'un manuel dénommé « Manuel de référence pour un espace scolaire assaini et protégé contre la propagation de la COVID-19 ». Un document qui servira de boussole pour la reprise des cours. Il ne faudrait pas que l'ouverture de l'école soit aussi l'ouverture de la propagation à grande échelle de la COVID-19. À l'aide de ce document, chaque établissement est invité à mettre en place un dispositif pour la réouverture des classes. L'école primaire catholique Notre-Dame de l'Incarnation vient de terminer sa dernière réunion préparative de reprise des cours avec le bureau des parents d'élèves. Voici le procédé retenu pour le lundi 18 mai. Nous avons 2 écoles. Les enfants viendront par groupe. On fait venir une école pour occuper les 12 classes. On fait venir une école aujourd'hui, lundi, et puis chaque classe est scindée en 2. Nous avons 25 bancs, donc un enfant occupera un banc. Les parents d'élèves émettent tout de même des réserves quant à la réussite de cette tactique. Ma préoccupation majeure même, c'est au niveau de la récréation. Est-ce que ce qu'ils ont dit ici, est-ce que on sera à mesure de vraiment les respecter? Les enfants ne doivent pas se toucher. Il n'y a pas de contact. Or, tout le monde sait que chez nous, ici, les enfants aiment jouer. Et surtout des jeux de contact. Pour la récréation, les enfants seront chaperonnés par leur instituteur. On a 2 grandes cours. Donc, il peut se choisir un espace où il met les enfants devant lui. Voilà, devant lui à une distance. Il peut leur faire un peu de gestes. Des gestes pour détendre un peu les membres, voir la relaxation. Au niveau du secondaire, pour les gros établissements tels que les lycées modernes 1 et 2 de Mans, comme il a été décidé par la tutelle, seuls les élèves des classes d'examen reprendront le chemin de l'école. Nous allons ouvrir avec les classes de 3e et de terminale. Nous avons déjà tenu compte des dispositions à prendre
en tenant compte du fait qu'il y aura un élève par banc. Tous les dispositifs de lavage de mains qui seront disponibles en tout cas avant lundi, que nous allons placer devant toutes les salles de classe. Et bien entendu, chaque élève aura au moins un masque avant d'accéder en classe. Pour l'enseignement supérieur, l'Université de Mans, quant à elle, fidèle à son slogan « Une année académique en une année académique », a bien mis à profit les 2 mois d'interruption. Lorsque la crise est survenue, que l'université a été fermée, nous avons basculé en enseignement à distance en utilisant la visioconférence. Et nous sommes aujourd'hui à 99% d'exécution des cours magistraux. Pour la reprise, il faut répondre à la préoccupation de réunir tous les étudiants sur le campus avant les cours des travaux dirigés. Beaucoup sont restés confinés à Abidjan. L'institution mettra à la disposition des étudiants des masques réutilisables. À l'issue de toutes ces activités préparatives, l'école reprend ce lundi 18 mai à Mans. La prévention reste la meilleure arme pour protéger les élèves, les enseignants et les acteurs du système éducatif contre la pandémie à coronavirus. Et notez qu'après l'intérieur du pays, les cours dans le Grand Abidjan reprendront une semaine plus tard, le 25 mai prochain. Depuis cette annonce du Conseil national de sécurité, les préparatifs vont bon train pour la réouverture de l'école fermée, je rappelle, il y a 2 mois à cause du coronavirus. L'école rouvre ses portes, les lieux de culte aussi, à la grande joie des fidèles. Le Conseil national de sécurité, vous le saviez, a décidé d'un réaménagement des mesures de restriction du rassemblement qui passent de 50 à 200 personnes. Ce dimanche, donc, la mesure a été respectée dans les églises visitées par nos reporters. Les fidèles chrétiens, catholiques, évangéliques, méthodistes ont afflué pour louer Dieu et surtout l'implorer pour vaincre ce virus, comme nous le dit Patricia Omouitia. Au sein de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuy, une 60aine de fidèles, masqués et espacés d'environ 1 mètre les uns des autres. Ils assistent à la célébration. Ce dimanche, c'est 4 messes éclatées dans différentes salles de la paroisse. Le nombre varie entre 50 et 80 personnes. À la paroisse Jubilé de Cocody, même stratégie. Ici également, les mesures barrières sont respectées. Ce matin, ce que vous voyez, il y a plusieurs cultes. Nous sommes maintenant au 3e culte. Et pour ce 3e culte, vous allez voir qu'il y a 200 personnes seulement. Et les premiers bancs qui contiennent 8 places, d'habitude, il y a 3 personnes. 3 personnes et le banc qui suit est vide. Et c'est au 3e banc qu'il y a des personnes. C'est dit que nous respectons les décisions prises. Ici, c'est chiffré aux alentours de 10 000. Lorsque nous n'avons pas cette situation, 10 000 fidèles le week-end. Mais avec ce que nous vivons, on accepte, tout ça c'est la volonté de Dieu. Même à l'église, ce n'est pas forcément 200 personnes. La première messe à 6 heures, nous n'avons pas pu atteindre les 200 personnes. Voilà. Mais c'est bon parce que ça permet de respecter cette distanciation sociale. Pour les fidèles, c'est un soulagement que de pouvoir revenir dans les lieux de culte. Nous sommes dans la joie vraiment de nous retrouver et adorer notre Dieu ensemble. Ce confinement a été un moment pour me rapprocher davantage de Dieu parce que même s'il n'y avait pas les messes, j'arrivais toujours à suivre les messes par la radio ou à la télévision et je passais aussi à la grotte de temps en temps pour confier mes intentions à la Vierge Marie. À Yopougon, certaines églises évangéliques ont ouvert, tandis que d'autres ont décidé d'attendre encore avant la réouverture, le temps de prendre toutes les dispositions afin de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est depuis décembre 2019 que l'humanité fait face à ce nouveau coronavirus, après la peste, la grippe espagnole et la variole. Une énième maladie qui secoue le monde. Les pays se protègent contre la COVID-19. Dr Anissé Zran, historien de la santé dans notre pays, était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Kolo Koulibaly. Pour lui, il faut se préparer à vivre avec la COVID-19 puisqu'il n'y a pas encore de vaccin, même si les recherches sont en cours. Je vous propose un extrait pour vous faire une idée de leur entretien. Non, ce n'est pas sûr qu'on a un vaccin maintenant parce qu'un vaccin, il faut l'expérimenter. Vous voyez déjà le débat qu'il y a eu autour du BCG. Un vaccin, on ne l'invente pas du jour au lendemain. Quand on invente un vaccin, on met un vaccin au point, il faut faire des essais cliniques. Ces essais cliniques, il faut les suivre. Alors, docteur, et si la solution était africaine, avec la tisane malgache?
Oui, alléluia. Si la solution africaine était avec la tisane maghrébine, alléluia. On allait tous applaudir des 10 doigts. Mais malheureusement, jusque-là, cette tisane, la TAD, a nous montré les preuves de son efficacité. C'est un vrai débat. De toute façon, les gens en parlent, tout le monde sait. C'est ce qui cristallise aujourd'hui. On se dit, mais pourquoi on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas? Au lieu de faire des débats, pourquoi, par exemple, on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas? Parce que la médecine n'avance pas par l'improvisation. Si vous me dites aujourd'hui que je suis malade, vous me donnez la tisane, alors que je ne sais pas ce que c'est, il y a un problème. La seule maladie infectieuse que l'humanité a réussi à éradiquer, c'est la variole. En 1977, c'est là qu'on a eu le dernier cas, parce que bien évidemment, son hôte naturel, c'est l'homme, donc il ne peut pas vivre en dehors de l'homme. Mais les autres maladies, on n'arrive pas à les éradiquer. Il faut vivre avec. Il faut essayer de respecter un certain nombre de mesures. Ça change forcément nos habitudes. Le monde, on ne voyage plus comme on voyageait avant depuis les attentats du 11 septembre. Le sida, il a changé notre sexualité. On garde l'espoir dans la lutte. Nous vaincrons cette pandémie. Je vous conduis maintenant dans la région du Bélier pour notre dossier de ce 20h. Des questions que vous vous posez certainement. Qu'en est-il des projets de développement en cette crise sanitaire? Le coronavirus a-t-il impacté la marche de cette région vers le développement? Où en est-on avec les projets? Sont-ils arrêtés ou pas? Le Bélier a-t-il triomphé de la pandémie pour son développement? Élément de réponse avec Kader Sogotogo. Konankro, sous-préfecture de Tébissou, des ouvriers en plein travaux. Ce village bénéficie d'un château d'eau, une aubaine pour ses populations, surtout en cette période de pandémie du coronavirus. Konankro est à l'exemple de la quasi-totalité des 410 villages de la région du Bélier. De Tébissou à Djekanou, en passant par Toumoudi, sans omettre Didiévi, la région est en chantier. Le monde rural se développe avec des infrastructures sociales. École, centre de santé à Ngué, collège de proximité à Ngbakassé, collège aussi à Ravia. Donc vraiment, je bénéficie de beaucoup de choses. Je suis un homme très très heureux actuellement. Château d'eau, électrification, construction d'écoles, construction des centres de santé. Les différents programmes du gouvernement pour améliorer les conditions de vie dans les villages sont une réalité. Les engagements du président de la République, Alassane Ouattara, sont en pleine exécution. Chaque département dans le Bélier tient sa part de développement. Malgré le Covid-19, toutes les infrastructures, tous les projets promis par le président de la République sont effectivement en train d'être déroulés. Déjà, il convient de noter que le département de Didiévi, c'est exactement 143 villages. Et ces villages avaient, pour la plupart, beaucoup de problèmes d'infrastructure. Malgré le confinement, les entreprises désignées pour cet âge sont au travail. Au niveau de Minambo où je suis passé, j'ai vu que le travail se poursuit. Au niveau de Konankro, Yadibikro où je suis passé, je me suis rendu compte que le travail se poursuit. Au niveau du Vlan, les travaux se poursuivent. Les infrastructures routières ne sont pas en reste. Après le bitumage de l'axe Tébissou-Didiévi, place à présent au bitumage à l'intérieur des communes. Toumoudi tient sa part. Nous avons tous pensé qu'avec l'avènement du Covid-19, tous les travaux seraient arrêtés. C'est ainsi que nous avons vu le programme social du gouvernement continuer sa mise en œuvre. Le gouvernement a entrepris la réhabilitation des waris, des villes de l'intérieur, dont fait partie Toumoudi. Toumoudi est à Bli. Et on a au total 7 km, 5 km à Toumoudi, 2 km à Abli. Les travaux sont très bien avancés. Ici, à Toumoudi, on a 76% d'avancement des travaux. Des travaux qui se poursuivent et se déroulent bien. La pandémie du coronavirus n'aura pas eu raison des enjeux du développement. Nous avons pratiquement 98 salles de classe dans les 4 sous-préfectures, Moulounou, Ravia, Tchadiokro et Piboli. Pour rentrer dans le chantier, on lave chaque fois les mains et puis les gens sont en cache-nez. Selon l'évolution des travaux, d'ici 3 mois, on va finir le chantier et puis on va livrer ça. Malgré cette pandémie à coronavirus qui a secoué tout le monde entier et qui continue de secouer le monde entier,
Les travaux sont en cours, les techniciens sont encore sur le terrain et c'est ce qui est salutaire. Ce n'est pas toujours que sous le règne d'un chef que des actions de développement sont posées. On mesure forcément cette chance qu'on a. Et quand l'émotion s'y mêle. J'ai eu tout. Il y a eu l'eau, il y a eu de l'électricité, il y a eu l'école. On remercie tout le gouvernement. Je suis satisfait. Je pleure de joie. Je remercie le président de la République, puis le président du Sénat qui est à notre côté. On n'oublie pas aussi de formuler des doléances. Régulièrement, l'ensemble des élus, des cadres et le corps préfectoral du Bélier se retrouvent, sous la houlette de leur leader, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, pour faire le point des réalisations, le cadre idéal pour satisfaire tout le monde. La cerise sur le gâteau reste incontestablement le projet de pôle agro-industriel de PAI dans la région du Bélier, d'un coût de 80 milliards de francs CFA. Il atteste de la volonté du gouvernement de moderniser l'agriculture dans tout le Bélier. La pandémie du coronavirus n'empêche en rien l'évolution de ce projet. Sa réalisation se poursuit. Voilà, la réalisation se poursuit. Le coronavirus n'altère donc pas les efforts pour le développement de notre pays. C'était le dossier de Kader Sogodogo. Depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19 dans notre pays, suite à l'appel du président de la République, de généreux donateurs pour marquer leur solidarité ont offert des vivres et non-vivres pour soutenir les familles impactées par cette pandémie. La ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, continue de recevoir des dons et les distribue aux différentes communes et régions de notre pays. On en sait plus avec Astou Touré. La chaîne de solidarité continue de s'étendre. 16 communes bénéficient de dons en vivres et de non-vivres de la part du gouvernement en faveur des familles vulnérables. Il s'agit principalement de 2 régions, la Nawa et le Folon, et quelques communes dont Cocody, épicentre de la maladie à coronavirus. Nous remercions encore le ministre de la Solidarité qui est tout le temps sur le terrain pour les efforts et nous prions que Dieu nous accorde sa grâce et que ces efforts-là ne soient pas vains. Le président du conseil régional de la Nawa était à la tête d'une forte délégation à cette réception de dons. Il salue le geste du gouvernement. Nous avons voulu marquer cet événement-là en venant en force, mais surtout parce que nous devons faire en sorte que tous ces dons aillent aux populations les plus nécessiteuses. Et donc nous sommes tous témoins de ce que le gouvernement fait. Et nous avons voulu marquer ici notre solidarité au niveau de la Nawa. Quelles que soient nos origines ou nos chapelles politiques, nous sommes tous ensemble pour lutter contre le Covid-19. Un geste du gouvernement en faveur des familles défavorisées qui vient à point nommé. Ce que nous recevons aujourd'hui constitue véritablement un soulagement pour nos populations. Donc au nom de ces populations, j'aimerais encore dire merci. Alors qu'elle s'occupe à la distribution de ces dons, un camion chargé de vivres et de non-vivres en attente de déchargement est annoncé à Mariatou Koné. Cette fois, il s'agit d'une entreprise exerçant dans l'alimentation, occasion pour la ministre de la Solidarité de saluer tous les généreux donateurs et d'exhorter les autres à leur emboîter le pas. Grâce à l'appel répondu par les différents donateurs, actuellement, presque la quasi-totalité des communes, régions et villes de Côte d'Ivoire, villages, ont reçu des dons. Et c'est parce que l'appel a été entendu. Et donc je voudrais vraiment profiter du micro pour dire merci à tous les généreux donateurs. Demander à ceux qui n'ont pas encore répondu de faire ce petit pas afin que la maladie à coronavirus parte de notre Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté insiste sur le respect strict des mesures édictées par le gouvernement. Le plus difficile pour nous maintenant, c'est comment faire pour que, à travers de nombreuses sensibilisations, les populations arrivent à mettre à exécution tous les messages qui passent. Ils reçoivent les kits sanitaires, ils reçoivent les kits alimentaires, mais il faut qu'ils prennent conscience que la maladie est parmi nous et que la maladie doit partir. Elle ne peut partir qu'à condition qu'on applique les gestes. Pour ce qui est de la distribution, Mariatou Koné rassure qu'aucune région ne sera oubliée.
Autre généreux donateur, c'est le gouvernement chinois qui est aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Cette semaine, l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, Wan Li, a fait un important don de kits sanitaires au ministre des Sports, Claude Dao-Paulin, et qui a également reçu les associations sportives de notre pays. Le reportage est signé Konaté Nganglé et Esso Jean-Sylvain de RT Sport. 200 seaux à robinet, du savon liquide, des cache-nez et des thermomètres infrarouges. C'est le don offert par l'ambassade de Chine au ministère des Sports afin de lutter contre la pandémie de la COVID-19. Un geste de solidarité et de fraternité qui témoigne de l'excellente coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui heureux de traduire notre infinie gratitude de la République de Côte d'Ivoire, mais surtout de l'ensemble du mouvement sportif pour ce geste de solidarité, de fraternité qui, nous en sommes convaincus, nous aidera à faire barrage au Covid-19 et à freiner la propagation de cette pandémie dans notre pays. La Chine et la Côte d'Ivoire sont des bons amis et de bons frères. Ce don est modeste, mais cela témoigne notre amitié au peuple ivoirien. Dao-Paulin et son hôte ont également abordé plusieurs sujets, notamment l'engagement des entreprises chinoises dans la construction des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Un peu plus tard, le ministre des Sports qui recevait les associations sportives a fait à son tour un don composé de vivres et de non-vivres aux associations sportives, notamment l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'Association des journalistes sportifs, la Conférence des journalistes sportifs des radios de proximité, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, ainsi que le Comité national de soutien aux éléphants. Pour Dao-Paulin, ce geste s'inscrit dans le plan de solidarité mis en place par le ministère des Sports durant cette situation de crise que traverse notre pays. Une opportunité saisie par le ministre pour inviter ces différentes associations sectorielles à continuer la sensibilisation contre la propagation de la COVID-19. Un message qui s'adresse également aux directeurs régionaux et départementaux de la zone d'Abidjan et les responsables de fédérations sportives. Autre geste de solidarité à saluer, c'est celui du ministre des Transports. Il a exprimé son soutien aux musulmans du secteur du transport routier. Le ministre leur a offert des vivres composés de 20 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre et d'importantes quantités de lait et d'huile. On en sait plus avec notre reporter Mamadou Kwasi. Le ministre Amadou Koné, solidaire des acteurs du transport routier. Il remet aux musulmans de cette corporation des vivres en cette période de pénitence. 20 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre, du lait, des pâtes alimentaires et bien d'autres. Le tout d'une valeur de 60 millions de francs CFA pour leur permettre de bien exécuter les rites du mois de Ramadan. De quoi réjouir ces acteurs fortement impactés par la COVID-19. Nos conducteurs, nos apprentis conducteurs, le personnel et à certains dans le secteur du transport qui n'arrivent pas aujourd'hui à joindre le bout, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc ce don qui va permettre à certains parmi nous de pouvoir passer ce mois de Ramadan dans de bonnes conditions, qui va permettre à certains parmi nous de pouvoir tenir pendant ce mois de la pandémie du coronavirus. Et ça, nous voulons dire merci à M. le ministre. Le ministre des Transports, Amadou Koné, n'est pas sa première initiative à l'endroit des transporteurs. Déjà, plus de 200 millions de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement en vue d'assister ces acteurs du transport dans cette crise sanitaire. Amadou Koné a en outre rassuré ces acteurs du transport du soutien continu du gouvernement pour affronter dignement les effets de la COVID-19. Continuez de faire fonctionner l'économie, c'est des recettes que vous perdez, mais dans la solidarité, dans l'engagement auprès donc du gouvernement, vous faites en sorte que nos compatriotes puissent se déplacer. Comme c'est un mois de pardon, on a pris beaucoup de mesures qui sont des mesures difficiles, que vous comprenez. Demandez donc pardon au nom donc, de tout le gouvernement pour que vous compreniez que ce n'est pas fait contre quelqu'un, mais c'est fait justement pour qu'on puisse sortir rapidement de cette situation et que les activités puissent reprendre normalement. Amadou Koné a également invité les transporteurs à être des acteurs essentiels de la maladie à coronavirus. Et pour le fonds de soutien au gouvernement, le ministre des Transports rassure que tout est mis en œuvre par le gouvernement pour que les transporteurs puissent recevoir dans les jours à venir leurs différents chèques.
En ce mois de Ramadan qui se déroule malheureusement en pleine crise sanitaire, la solidarité, heureusement, est la mieux partagée. Et c'est dans cet élan que les étudiants restés sur place à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody bénéficient du soutien du conseiller du Premier ministre en charge des questions liées à la jeunesse après des repas chauds mis à leur disposition depuis le début de ce mois de piété et de partage. Touré Suleiman vient de faire des dons en vivres et non vivres. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ramadan, période de piété et de dévotion à Allah, est également un mois de partage. Le conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse s'inscrit dans cette dynamique. Il vient de faire un don de vivres aux étudiants musulmans de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour les bénéficiaires, ce geste est un soulagement en ce mois de pénitence impacté par la Covid-19. Après avoir lancé notre appel de détresse, le conseiller du Premier ministre, Touré Suleiman, il a répondu favorablement et nous sommes très satisfaits. Et nous appelons d'autres cadres du pays à emboîter ce geste-là. Soutenu pour la circonstance par le député d'Ayamé et Immense Sylvain et par Maury Camara, deuxième adjoint maire de Treichville, le conseiller du Premier ministre Touré Suleiman a mis à profit le cadre de cette remise de dons pour exhorter les étudiants au respect des mesures barrières et à la solidarité. Nous sommes venus partager ces moments avec la junte estudiantine, leur dire que le président de la République compte sur eux, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly compte sur les étudiants pour qu'ils soient un vecteur de communication contre la propagation de la maladie à coronavirus. Donc, nous sommes aussi venus profiter pour témoigner notre solidarité à la communauté musulmane. Les étudiants bénéficiaires de ces dons sont issus de 6 organisations syndicales et communautaires. On revient sur cette mauvaise nouvelle qui frappe donc la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane est en deuil. Le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM et guide suprême de la communauté musulmane, a été rappelé à Dieu ce dimanche. Je vous propose la déclaration du COSIM. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a la profonde douleur de vous faire part du rappel à Allah ce jour dimanche 17 mai 2020, correspondant au 24 Ramadan 1441 de l'Hégire, du Cheikh Lahima Boakari Fofana, imam, président du COSIM, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, des suites de la Covid-19. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans sa miséricorde et le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Grande perte pour la Côte d'Ivoire, grande perte pour la communauté musulmane. L'équipe gouvernementale a connu la semaine dernière un réaménagement. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur est désormais occupé par Albert Flendé. Son prédécesseur, le ministre Ali Coulibaly, confirmé ministre des Affaires étrangères, lui a passé les charges. Abou Sanogo. Albert Flendé dirigera désormais le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. À ce poste, il remplace Ali Coulibaly, nommé lui ministre des Affaires étrangères. Le passage de témoin entre les deux ministres s'est fait en présence de la secrétaire générale du gouvernement. Ali Coulibaly, avant son départ, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a dressé le bilan de ses activités, puis a relevé les acquis de sa gestion à la tête de ce département. Je sais, chers frères, que vous aimez les défis et que vous allez jouer votre partition en accord parfait avec le mandat qui est attaché à votre portefeuille. Votre expérience professionnelle et vos mérites personnels seront, je n'en doute pas un seul instant, des atouts décisifs dans l'exercice de vos nouvelles fonctions
conformément à la vision du président Alassane Ouattara, qui a décidé de l'ancrage de l'intégration dans tous les projets porteurs. Le tout nouveau ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flendé, entend poursuivre le chemin tracé par son prédécesseur pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, au moment où je m'apprête à diriger ce département ministériel, je voudrais rendre un hommage très chaleureux au travail énorme qui a été le vôtre à la tête de ce ministère et singulièrement pour cette conviction africaine qui a constamment guidé votre action. Soyez rassurés, Monsieur le ministre, que tous ces acquis glanés durant votre passage ici seront capitalisés, ils seront consolidés et seront utilisés à bon escient. Albert Flendé, qui prend fonction à la tête du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a été nommé le mercredi 13 mai dernier. Plus loin, en RDC, une nouvelle attaque dans un village de la province de l'Ituri a fait au moins 20 morts dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi les victimes, on compte des enfants, des femmes et des personnes âgées. L'armée est à la recherche d'un groupe de miliciens présumés auteurs de ces attaques. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Alexis Ouedraogo. La France est entrée lundi en déconfinement progressif après 55 jours inédits établis pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mardi, les gardiens de la prison de Lomé ont vite ramené la situation à la normale après un mouvement d'humeur des prisonniers. Les détenus refusaient que soient ramenées en cellule des personnes testées positives au coronavirus. La Commission européenne a appelé mercredi à un retour progressif de l'activité touristique pour sauver la saison estivale, alors qu'un quart des 27 millions d'emplois liés au tourisme sont menacés par la crise. Bruxelles a donc incité les pays de l'Union européenne à rouvrir progressivement leurs frontières intérieures. Donald Trump s'est déclaré très déçu par l'incapacité de la Chine à contenir la propagation du nouveau coronavirus. Le président américain estime que la pandémie est susceptible de remettre en cause l'accord commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales, une menace déjà formulée par Donald Trump début mai. De nouvelles statistiques publiées vendredi inquiètent au Royaume-Uni. Plus de 12 000 résidents de maisons de retraite sont morts du coronavirus en 2 mois. Le gouvernement promet de tester d'ici à début juin tous les résidents de maisons de retraite en Angleterre. Après 63 jours d'interruption, le championnat allemand de football a repris samedi devant des tribunes vides de supporters et avec de multiples précautions. Entrées séparées sur les terrains, aucune poignée de main, des ballons régulièrement désinfectés et surtout des célébrations de buts sobres dans le respect de la distanciation sociale. Les électeurs béninois se sont rendus aux urnes dimanche pour élire des conseillers municipaux et communaux dans 77 communes, malgré les risques de contagion du nouveau coronavirus et les appels à boycotter le scrutin. Voilà, ainsi va le monde. Prenez soin de vous. L'actualité revient à 23h avec Kolo Coulibaly. Très bonne rentrée des classes aux enseignants et élèves de l'intérieur du pays. Demain lundi, 18 mai.